Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où l'on traumatise Marie une semaine sur deux. Salut, moi c'est Marie et j'ai passé 7 ans en école catholique, donc je n'ai aucune envie de voir un prêtre exorciser qui que ce soit. Et moi, c'est Anaïs et vous allez le voir, dans ce film, il y a une représentation assez réaliste de ce qui m'arrive quand je bois trop le samedi soir. Après avoir fait hurler Marie devant Halloween, cette semaine, on va lui faire découvrir un nouveau classique de l'horreur et je dois dire que c'est un de ceux qui m'a le plus traumatisée. C'est L'Exorciste de William Friedkin, un film très influent sorti en 1973. C'est le premier film d'horreur à avoir été nommé à l'Oscar du meilleur film, et un des rares puisqu'il n'y en a eu que 5 en tout dans toute l'histoire. C'est le film d'horreur le plus rentable de l'histoire, en tout cas ça l'était jusqu'à ce qu'il soit surpassé récemment, et c'est le deuxième plus gros succès pour une sortie la semaine de Noël, juste derrière Titanic. Waouh. Donc un film très 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 populaire. Marie, qu'est-ce que tu sais de ce film ? Alors j'ai vu Scary Movie. Et ce que je sais de l'exorciste, c'est en gros ce qu'il y a dans Scary Movie. Donc je sais qu'il y a un prêtre qui vient exorciser une petite fille et qu'elle tourne la tête sur elle-même, qu'elle projette du vomi, qu'elle va pas très bien, qu'elle est possédée par le démon apparemment, et qu'elle est attachée à un lit et qu'elle fait genre ah. Mais c'est tout ce que je sais, honnêtement, je sais pas trop. J'ai l'impression que ça se passe dans une petite maison isolée en Nouvelle-Angleterre. À quoi tu t'attends du coup en termes de ton ou de style ou d'ambiance ? Bah, j'imagine que c'est un truc sur la possession, donc ça va être un peu creepy, mais pas. À mon avis, c'est pas des jump scares ou c'est pas comme un slasher où justement t'es en train de hurler et d'être comme j'ai fait la dernière fois. Mais à mon avis, c'est plus poisseux un peu. Enfin, je l'imagine vraiment poisseux en fait. Ça a l'air un peu deg. Vraiment, juste le vomi, ça me. Oui, c'est vrai que toi, t'aimes pas le vomi. Non, vraiment. Qui aime le vomi mais vraiment, c'est vrai que je déteste. Enfin, je Oui, mais déteste. ça te répugne Ah ouais, vraiment. c'est peut-être le truc qui me répugne le plus. Super. Et du coup, ouais, vraiment, j'imagine ça comme un truc qui te rentre un peu sous la peau et qui est un peu genre. Voilà. Je précise qu'on a décidé de faire une soirée pyjama et que Marie va dormir chez moi parce qu'on va le regarder le soir, on n'a pas le choix. Et pour pas qu'elle rentre toute seule chez elle après, je vais proposer qu'elle reste dormir chez moi. Ouais, bah rien que ça, je me dis, putain, ça doit faire peur. Hein. Est-ce que tu as des questions avant qu'on regarde le film ? Est-ce que tu penses que je vais avoir peur ? Je pense que tu vas être dérangée. Oh putain, c'est le pire. Hein. Ça, vraiment, je préfère avoir peur qu'être dérangée. Ok, bah non, je n'ai pas d'autres questions. Est-ce que c'est quoi ton rapport, toi, au film ? Bah moi, c'est un film que j'ai vu très jeune par rapport à d'autres qu'il y a dans la liste. Je l'ai vu quand j'étais au début du collège. Donc j'avais 11 ans à peu près, 11-12 ans. C'est très tôt pour voir ce film. Et mais bon voilà, ça faisait partie un peu de ce genre de rituel qu'on faisait parfois avec des copines où on essayait de se dépasser, où on entendait parler d'un énorme classique de l'horreur et donc on se disait « Ah, il faut qu'on le voit ». Et on l'a regardé chez une copine quand ses parents n'étaient pas là, un après-midi, et on avait vraiment l'impression de transgresser quelque chose, quoi. Et après, je suis rentrée chez moi, et à l'époque, je venais d'emménager dans la maison où mes parents vivent, et ma chambre est sous les toits, et il y avait un grenier. Juste derrière, en fait, mon lit était mitoyen avec un grenier. Tu verras, quand tu verras le film, j'ai mal vécu. Le fait de devoir dormir à côté d'un grenier pendant des années après ça. Voilà. Ce podcast, c'est une petite thérapie pour Anaïs. C'est ça. Mais ouais, non, enfin moi, ça m'a pas mal fait peur, mais c'est aussi un de ceux sur la liste que j'ai le moins revu, pour les raisons suscitées. Donc voilà, on va voir. J'avoue que je vais le redécouvrir avec toi, parce que je l'ai quand même revu à l'âge adulte, parce que j'avais dû écrire sur les films d'horreur, tout ça. Mais honnêtement, je le revois pas toutes les 3 semaines non plus, quoi. Putain, tu me fais peur. Mais c'est un film très très bien. Mais je suis sûre que c'est un film très très bien, mais j'ai pas envie de le voir. Comme pour chaque épisode, tu vas essayer de deviner ce qui se passe dans le film en te basant uniquement sur l'affiche. Donc on va te montrer l'affiche du film qui est sorti à l'époque. Est-ce que tu peux nous décrire l'affiche ? L'affiche, c'est un homme avec un chapeau et une mallette, qui pourrait être un médecin, qui pourrait être aussi un prêtre moderne qui n'a pas de soutane, je ne sais pas. Je pense que c'est plus un médecin à mon avis, parce qu'il a un peu une mallette de médecin et il est sous un lampadaire. Il regarde une maison, Il regarde une maison qui a l'air hyper déprimante parce que c'est de la nuit et surtout il y a énormément de lumière qui sortent juste d'une fenêtre, comme s'il y avait un faisceau de lumière qui sortait de cette fenêtre. C'est une très belle affiche, hein. Mais oui, ça a l'air d'être, je disais, la Nouvelle-Angleterre et franchement, l'architecture, si je me base sur ça a l'air d'être dans le nord-est américain, je pense, je dirais. Ok, tu Voilà. trouves que l'affiche fait peur ? Non.
elle m'effraie pas. Parce que ça peut être aussi quelqu'un qui rentre à la maison pour dîner. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Guess who's coming for dinner? Le diable. Voilà. Ah, c'est le diable? Non, bah je sais pas, c'est un truc de possession, quoi. Oui, mais pour moi, lui, c'est celui qui va régler le problème. Oui, non, c'est pas le diable sur l'affiche. D'accord. Ok, très bien. Bah écoute, on va voir ce film et puis on se retrouve après. Ouais. Si tu survis. On vient de voir L'Exorciste et je crois que Marie a bien kiffé. Pour l'instant, j'adore. C'est très fun, ce film. J'adore. J'ai l'impression d'être dans Charmed, mais en mieux. Voilà. Alors, tes impressions générales? Bah, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup ri. Ça m'a pas fait peur, honnêtement. Très bon film, je comprends pourquoi c'est culte. Est-ce que tu peux nous résumer le film en 30 secondes? Alors, c'est une comédie sur les défaillances de la médecine moderne. C'est l'histoire d'une petite fille qui devient possédée par le diable ou qui a un problème de maladie mentale, on ne sait pas, et qui va aller chez plein de médecins et tous les médecins vont pas trouver la solution. Et finalement, c'est des prêtres qui vont l'aider à s'en sortir, ce qui prouve que l'Église catholique a encore de beaux jours devant elle. Il faut préciser, elle n'est pas possédée par le diable, elle est possédée par un démon qui s'appelle Pazuzu. Ah bon? Ouais. Mais parce que dedans, ils disent c'est pas un démon, c'est un diable. À un moment, ils le disent carrément que c'est Oui, le diable. et l'entité qui possède Regan dit « je suis le diable », mais ils ont expliqué qu'on ne pouvait pas faire confiance à ce qu'elle disait, ce que le démon disait. Et en fait, ce qu'on voit dans la Director's Cut qu'on a regardé, il y a des phases de démons parfois qui apparaissent, c'est le démon Pazuzu. Pazuzu, ok, Voilà. super. Qui était le démon aussi dans le livre originel, puisque L'Exorciste, à la base, c'est l'adaptation d'un roman de William Blatty, qui est sorti en 1971, qui était inspiré d'une vraie histoire de 1949 d'un jeune garçon qui a été possédé par un démon qui s'appelait Pazuzu. Voilà, c'est ça, d'un jeune garçon qui avait fait appel à un prêtre pour être exorcisé et qui se sentait vachement mieux après. Et ce livre était un best-seller. Il est resté au numéro 1 des best-sellers du New York Times pendant des mois et des mois. Il a été vendu à des millions de copies. Et donc, il est sorti en 1971 et en 1973, William Friedkin a sorti l'adaptation le 26 décembre 1973, juste pour après Noël. Voilà. Et c'est un film qui est assez emblématique du mouvement du Nouvel Hollywood, donc du renouveau un peu du cinéma hollywoodien qui s'est éloigné du système de studio classique avec des propositions beaucoup plus radicales. Et celui-là en fait partie. C'est vrai que c'est radical. Et comme tu l'as déjà un peu laissé entendre, le plot twist de ce visionnage, c'est que ce film me fait beaucoup plus peur qu'à toi. Waouh. C'est horrible. Tu trouves ça horrible? Oui. T'as pas d'asthme non plus. Je sais pas ce que c'est. C'est vrai que ça me touche moins personnellement. C'est ça. Non mais voilà, donc en fait, pendant que moi j'étais terrifiée, Marie a passé sa meilleure soirée. Elle était morte de rire à côté de moi pendant que je revivais mes traumatismes d'enfance. En fait, j'ai ri de choc. Il y a un côté grotesque et choquant qui déclenche un rire qui vient du fond de moi apparemment, mais j'ai pas du tout trouvé ça effrayant. Enfin, ça m'a vraiment pas fait peur et ça m'a pas hanté après. Mais je suis d'accord qu'il y a un aspect choc qui fonctionne très très bien et qui chez moi déclenche plus des rires que de la peur parce que je suis un peu scotchée par le niveau justement d'absurde quoi. Ouais. Et ça t'a pas perturbée non plus? Non, pas du tout. Je sais pas ce que ça dit de moi. Bah ouais, pourquoi tu penses que ça t'a plus fait rire que ça t'a perturbée? C'est grotesque en fait. Et puis il y a un côté un peu très subversif. Ce qui est subversif a tendance à me faire rire. Et par exemple, une petite fille qui insulte des gens, je trouve ça marrant en fait. Même si elle est possédée par le démon ou des choses comme ça, ou qui dévale l'escalier à l'envers en dégoulinant de sang, c'est marrant parce que c'est grotesque quoi. Non mais je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai que moi ça m'a quand même pas mal hantée. Quand t'as vu le film, t'arrêtais pas de dire que tu comprenais pourquoi ça m'avait traumatisée. Pourquoi, à ton avis, ça m'a traumatisée? Tu l'as vu à l'âge qu'a la jeune fille dans l'histoire, c'est-à-dire que tu l'as vue à 12 ans. Je me souviens que la fille avec qui je l'ai vue, je traînais avec elle pendant mes 12 ans. Donc j'imagine que c'était à ce moment-là. Oui, bah voilà. Donc en plus, tu l'as vue dans un cadre pour vous faire peur aussi, j'imagine. Je pense que moi, c'est avec le recul des années et le fait que je suis adulte, je trouve ça marrant. Mais je pense que quand t'es plus jeune, évidemment, que c'est beaucoup plus impressionnant parce qu'en plus, c'est pas un truc que t'avais vu sûrement avant. Moi, je regarde ça en tant que spectatrice assez détachée, alors que toi, il y avait un processus d'identification
l'identification, alors que moi, je m'identifie pas à la petite fille, évidemment. Alors que quand tu le regardes à l'âge de la petite fille, tu te dis que ça pourrait t'arriver. Et en plus, tu as grandi dans une grande maison avec un grenier. Et moi, j'ai toujours grandi dans des appartements ou des choses comme ça. Enfin, il n'y a pas cet aspect. C'est vraiment, tu sens que la possession vient de la maison avec le grenier qui grince et tout ça. La petite fille qui est toute seule dans sa chambre et qui est possédée sur son grand lit et tout. C'est un truc où je comprends. En plus, tu l'as dit toi-même, les trucs de possession, ça te fait peur. On avait parlé de la maladie où tu as dit qu'il y avait peu de trucs avec la maladie, mais c'est associé à ça aussi. Les scènes que j'ai trouvées les plus perturbantes, en fait, c'est les examens médicaux. C'est une fille où on comprend pas ce qu'elle a, quoi. Enfin, il y a des examens, elle est malade. Et on n'arrive pas à trouver une solution. Et la solution, à la fin, c'est une solution assez extrême alors qu'elle est sur le point de mourir. Il y a beaucoup de gens à l'époque de la sortie du film qui disaient que pour eux, les scènes les plus perturbantes étaient aussi celles des examens médicaux. Et Friedkin disait que selon lui, c'est parce que à ce moment-là, c'est encore Reagan. Et que donc c'est beaucoup plus choquant en fait d'être dans un cadre réaliste où on voit une petite fille qui est toute mignonne, qui se fait un peu torturer médicalement, alors qu'après, c'est une espèce de monstre qui a une voix horrible et qui a de la morve vers fluo. Donc, forcément, et qui choque tout le monde, quoi. Enfin, voilà. Et qui dit des trucs hyper choquants. Et donc, c'est marrant parce que, évidemment, c'est horrible du point de vue de la mère et du point de vue de Reagan. Mais le fait qu'un monstre commence à sortir des horreurs, c'est objectivement drôle. Je suis désolée. Non, et puis, mais je dis pas que c'est pas drôle, hein, mais c'est vrai que je pense effectivement que moi, je l'ai vu à un âge où j'avais vu très peu de films d'horreur. Oui, et donc, en fait, je l'ai vu un peu dans des conditions similaires au public de 1973 parce que c'était quelque chose d'assez inédit au cinéma. Un exorcisme, c'était une idée qui était assez nouvelle dans la représentation au cinéma. Alors que maintenant, en fait, des films d'exorcisme et de possession, il y en a eu des milliards et ça a infecté la culture populaire. Tu l'as même dit avec Scary Movie. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'il y a ça aussi. C'est-à-dire que j'ai découvert la scène la plus emblématique de ce film à travers sa parodie dans Scary Movie, qui est une parodie. Donc, forcément, je pense que ça aiguille aussi la façon dont je ressens le film. Mais c'est marrant parce que quand t'as dit oui, c'est marrant, elle a 12 ans comme toi à l'époque quand tu l'as vue. Elle tombe malade, elle a du mal à respirer. Tout ça, c'est des trucs auxquels j'aurais pu m'identifier. Elle a du mal à dormir. C'est ça. Comme moi à cet âge-là. Mais moi, à l'époque, j'avais pas peur d'être possédée. J'avais peur que quelqu'un de proche soit possédé et s'en prenne à moi. Parce que moi, j'ai toujours plus peur que quelqu'un me fasse du mal. Je sais. Et donc, par exemple, quand on partait en vacances et que je devais partager une chambre avec mon petit frère, qui était beaucoup plus jeune que moi et qui parlait dans son sommeil, je me disais, il est possédé. Et ça me faisait très, très peur. Et même encore aujourd'hui, quand je partage une chambre avec quelqu'un et que la personne parle dans son sommeil, je pense à ça, en fait. Je pense à l'exorciste. Je comprends mieux. C'est pour ça que ça m'a fait peur. Mais il y a une scène en particulier, c'est marrant parce que là, en la revoyant, c'était tellement ridicule. J'en ai parlé avant que tu vois le film, c'est la scène du grenier, qui est le seul jumpscare du film, qui intervient très tôt, où Chris McNeil n'arrête pas d'entendre, donc la mère de Reagan n'arrête pas d'entendre des bruits au grenier. Elle décide de s'y rendre avec une petite bougie. Et à un moment, il y a un courant d'air qui éteint la flamme et ça fait un jumpscare, on va t'entendre. On n'est pas sur les niveaux de jumpscare de Halloween quand même. Non, et puis c'est vraiment, mais en le revoyant, j'étais là, mais comment ce truc m'a autant fait peur? Parce que c'était vraiment le truc qui m'avait le plus marqué de tout le film. C'est vrai? Ouais, parce que je dormais, ma chambre était mitoyenne avec le grenier et que donc dès qu'il y avait un craquement, je me disais c'est le début en fait. Je me disais comme dans l'exorcisme, c'est le début, c'est le premier truc, c'est le bruit dans le grenier. Et donc je me disais qu'est-ce qui va se passer après? Et en plus, à chaque fois que, tu vois, je sais pas, mes parents achetaient un bibelot ou un truc comme ça, comme il y a des histoires de petites statuettes dans le film, enfin je me disais ok, ça y est, c'est le début, il y a un truc qui va prendre possession de moi ou de quelqu'un dans la maison, quoi. C'est fou de revoir cette scène aujourd'hui qui est hyper banale et de me dire que ça m'a complètement traumatisée. Bon, on va entrer un petit peu plus dans le détail du film pendant que vous entendez cette merveilleuse musique devenue culte. Et d'ailleurs, le savais-tu, cette musique n'a pas été composée pour le film. En fait, il s'agit du début d'un album qui s'appelle Tubular Bells, du musicien Mike Oldfield, et qui est sorti au même moment. En fait, Friedkin a galéré à trouver un compositeur satisfaisant pour le film. À un moment, quelqu'un lui a proposé de l'orgue. Il a dit « Je veux pas de musique catho dans mon film ». Donc, il a viré plusieurs personnes. Et finalement, il a trouvé ce CD, il a obtenu les droits. Et c'est la musique qu'on entend au début et qui est devenue maintenant une des musiques les plus cultes de tous les temps. Ouais, mais ce qui est fou, c'est qu'en fait, j'étais surprise parce que je pensais qu'elle serait beaucoup plus omniprésente. Il y a un moment où la mère marche
Et il y a cette musique qui retentit. Et d'ailleurs, ça m'a tout de suite, j'ai dit, c'est comme dans Halloween, parce que c'est la scène aussi où Laurie marche, il y a la musique qui retentit. Et après, c'est à la fin, c'est pendant les crédits, c'est tout. Ça a été applaudi à l'époque, encore une fois, dans le cadre du Nouvel Hollywood et de l'utilisation de la musique qui était assez particulière et surprenante. En fait, c'est aussi ça, moi, je trouve, qui peut fonctionner et être assez effrayant dans L'Exorciste. C'est qu'il y a un côté, une tentative de réalisme. Oui, de C'est-à-dire que naturalisme. c'est ça, on dirait presque un documentaire. Et c'est d'ailleurs pour ça que Blatty, donc, qui a écrit le livre, en fait, c'est lui d'abord qui a voulu faire l'adaptation et qui a contacté Friedkin pour son style un peu naturaliste. Il a fait quoi d'autre, Friedkin? Alors, juste avant ça, il avait fait The French Connection. Ah, Je sais pas d'accord, si tu l'as ok, vu. ouais. Il en avait fait d'autres avant, mais c'est vraiment quand The French Connection a eu un grand succès, et notamment qu'il a été nommé aux Oscars, que Blatty et la Warner ont accepté de faire confiance à Friedkin. Et ensuite, il a fait Sorcerer, qui est une adaptation de Le Salaire de la peur. Et plein d'autres choses. Et d'ailleurs, il a fait récemment Bug et Killer Joe, qui sont d'excellents Ah oui, j'avais pas thrillers. vu Killer Joe, c'est avec Matthew McConaughey. Ouais, je sais qui est pas. vraiment génial. Donc, je recommande la filmographie de William Friedkin. Oui, donc il y a très peu de musique dans le film, et le reste, à part cette musique que tu as tout de suite reconnue, il y a des sons un petit peu discordants, notamment de violon, de cordes. Et il se trouve qu'une partie de cette musique a été composée par Christophe Penderecki. Je ne sais pas si tu te souviens de lui, mais c'est lui qui a fait la musique qu'il y a dans l'épisode 8 de Twin Peaks The Return. Ah bah ouais, ça m'étonne pas. Ouais. Parce que oui, c'est les violons discordants. Voilà, c'est ça. Donc Christophe Penderecki, que tu retrouveras dans Shining, et dont la musique a aussi été utilisée par David Lynch. Donc clairement, il était assez fait pour l'horreur, même si à la base, lui, on en avait déjà parlé dans Ami sur Twin Peaks, il a été inspiré par les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale. Là, sa musique aussi a été utilisée par Friedkin. Et ça a complètement influencé le reste des bandes-sons d'horreur, puisque maintenant, en fait, les violons discordants, on l'entend dans 3 Oui, bah, milliards c'est de ça, films ouais. d'horreur, quoi. Concernant les personnages, donc on a Chris MacNeil, qui est joué par Ellen Burstyn. Je t'ai demandé aussi si tu la reconnaissais, puisque c'est la mère dans Requiem for a Dream. En parlant de trucs qui m'ont vraiment traumatisée, pour le coup, la mère dans Requiem for a Dream, je pense que c'est une des choses qui m'a le plus traumatisée de toute mon expérience de visionnage de films. J'étais adolescente et vraiment... Ouais. Je pense que Sueur froide et ça a été les 2 films les plus traumatisants dans ma vie. Ensuite, il y a Damian Karras, on en reparlera, qui est joué par Jason Miller et qui joue le prêtre qui va exorciser... Le vrai Hot Priest, le original Hot Priest, avant Fleabag. Et Regan, la petite fille jouée par Linda Blair, qui est une petite fille très mignonne qui se retrouve possédée et qui se comporte de manière de plus en plus étrange avec une certaine... Évolution. Voilà. Et on va entendre une de tes premières réactions quand elle s'en prend un petit peu à un docteur qui est en train de l'examiner. Can you feel this? I don't feel anything. Wow. On dirait Flow Season. C'est clair. Flow Season, pour la référence, c'est un épisode de Parks and Rec dont on a parlé dans notre épisode de PIC TV sur Parks and Rec, où tout le monde a la grippe et où ils délirent tous. Voilà. C'est ça. Bon, ça, c'est encore assez light, mais c'est vrai qu'elle devient de plus en plus subversive et ça t'a beaucoup fait rire. Oui. Ah non, mais c'est vraiment une héroïne, en fait. C'est la scène où elle lui attrape les couilles. Ouais, c'est ça. Elle attrape l'entrejambe d'un mec qui est encore en train d'essayer de comprendre ce qu'elle a comme problème. Ouais. J'ai adoré. C'est génial, c'est génial. C'est une vraie, pour le coup, une vraie anti-héroïne. Si les anti-héroïnes vous intéressent, sachez qu'on a écrit un livre sur le sujet. Ça s'appelle Petit éloge des anti-héroïnes de série. Voilà. Et ça coûte 14,50 €. Regan, Ouais. c'est une vraie anti-héroïne. Complètement. T'étais tellement pas effrayée par ce film qu'il y a un moment où, en plein milieu de la nuit, ils ouvrent la porte dans la chambre de Regan et elle a des scarifications qui lui apparaissent sur le ventre et c'est censé être un petit peu choquant. Et tu pensais que sur son ventre, il y avait écrit « Hola ». Il m'a fait quoi? Hola? Me. Hein? Help me. Hola. Hola chicas, c'est le diable. Elle est drôle. Mon Dieu. C'était difficile à lire au début, hein. Après tu le vois, mais... C'est vrai.
Il y a quand même pas mal de moments choquants et moi vraiment en les revoyant, j'étais encore choquée. C'est ça que je trouve très fort avec le film, c'est que 50 ans plus tard, les effets subversifs fonctionnent toujours très très bien. Je propose qu'on les passe en revue, juste pour que vous soyez prévenus. Il y a du pipi, il y a du vomi, il y a pas mal de fluides corporels. Il y a une histoire de tête à l'envers, une histoire de crucifix, une histoire d'escalier. Enfin voilà, il y a plein de moments choquants. Alors, ça commence par le pipi. Sa mère fait une soirée parce que sa mère est actrice et elle est en tournage à Washington DC. Elle est même reçue par le président, donc on comprend que c'est une vraie star. Et elle fait un cocktail, un peu une soirée chez elle. Ça se passe assez bien et en fait, à la fin, elle est en train de... Je crois qu'ils sont au piano, en train de jouer de la musique et tout ça. Et d'un coup, Regan, qui va pas très bien depuis quelques temps quand même, descend. Forcément, j'étais là, waouh, qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, elle se met à pisser sur le tapis. C'est ça, juste après leur avoir dit en les fixant, You're gonna die up there. vous allez tous mourir là-haut. Oui, c'est ça. C'était ça mon truc préféré. C'est un truc qu'on peut entendre dans la scène d'ouverture de American Horror Story, la première saison, où il y a une petite fille devant la maison qui dit « Vous allez mourir à l'intérieur ». Et clairement, c'est devenu un truc assez culte dans les films d'horreur, mais là, ça marche très très bien. Ah, mais je l'adore. Mais c'est tellement métal, en fait. C'est clair. Ah ouais, non, mais clairement. C'est génial. C'est une grosse rebelle. Il n'y a pas plus... c'est génial. En fait, si c'était sa vraie rébellion et qu'elle n'était pas possédée par le diable, ce serait une rébellion, mais du tonnerre, quoi. Ensuite, il y a la scène de l'escalier qui est plus connue sous le nom de la scène de l'araignée. C'est une scène dans laquelle Regan descend Ça, à c'est l'envers. génial. Elle descend en faisant le pont, en fait, les C'est le escaliers. cirque du soleil, mais version horreur. C'est ça, elle descend très très vite, à toute vitesse, en ayant du sang qui lui sort de la bouche. On va entendre ta réaction. Je l'adore. J'adore ta réaction. Non, mais c'est vrai. Je revois la scène, c'est vraiment... c'est très, très bien fait, quoi. Ouais, et c'est vrai que ça m'avait beaucoup marqué à l'époque aussi. Ce qui est intéressant, c'est que cette scène-là avait été coupée au montage initial. Ah non, c'est la meilleure scène. Franchement, pour moi, c'est ma number one, quoi. En fait, elle avait été coupée au montage initial. Et moi, c'est vrai que je l'ai vue directement quand j'ai vu le film, puisqu'il a été ressorti en 2000. Et c'est donc la Director's Cut que j'ai vue. Et c'est celle qu'on a regardée toutes les deux. C'est celle qui est disponible sur les plateformes de VOD. Donc, si vous regardez le film, vous verrez cette scène aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait énormément de rumeurs dessus à l'époque, puisqu'elle avait été tournée, mais coupée au montage. Et donc, il y avait des fans qui se demandaient même si elle existait ou pas, cette fameuse scène. Et tu vas adorer cette histoire. Mark Kermode, tu le sais, puisque tu l'aimes beaucoup. Il adore L'Exorciste. Oui, il adore L'Exorciste. C'est un grand fan de films d'horreur. C'est un critique britannique qui était sur la BBC jusque très récemment et qui est un super critique de ciné. Lui, il considère que L'Exorciste est le meilleur film de tous les temps et il a écrit un livre dessus, il a fait des documentaires dessus, enfin, c'est un expert de L'Exorciste. Et il avait interviewé Friedkin pour un documentaire dans lequel Friedkin lui affirmait que non, cette scène n'existait pas, qu'elle n'avait pas été tournée. Et pendant ses recherches, il est allé dans les archives de la Warner, Mark Kermode, et il est tombé sur la scène. Il l'a montré à Friedkin et ensuite la scène a été intégrée à la Director's Cut de 2000. Et pourquoi Friedkin avait dit qu'elle n'avait pas été tournée? On sait pas, Friedkin dit qu'il s'en souvenait plus. C'est un Comment peu, tu peux oublier un truc ouais. pareil? Ouais, tu vas le voir, il y a beaucoup d'anecdotes de tournage. Le tournage a été très chaotique, donc voilà. Mais c'est peut-être grâce à Mark Kermode que tu as vu cette scène. Merci Marc. Déjà que c'était mon préféré. Voilà. Ensuite, il y a une scène qui est pour moi la plus difficile à voir du film. C'est la scène du crucifix. Donc en fait, Regan, qui est bien possédée à ce stade-là, sa mère ouvre la porte de la chambre et là, Regan est en train de se... Alors, il y a des gens qui disent se masturber, mais elle est en train de se poignarder la chatte avec un crucifix. Elle est en train de dire... Laisse Jésus te baiser. Et ensuite, elle attrape la tête de sa mère, elle la met dans son entrejambe et elle lui dit « lick me », donc « lèche-moi, lèche-moi ». Et ensuite, sa tête fait un tour à 180 degrés et elle projette sa mère contre le mur. Donc, c'est quand même une grosse séquence. Et on va entendre ta réaction. Mais oh, enfin. Mais c'est horrible. Oui. Tout
tout l'enregistrement, c'est des scènes absolument atroces à écouter et Marie qui rigole derrière. Non, mais celle-là, pour le coup, elle m'a pas fait peur, mais elle m'a choquée. Surtout le lick me à sa mère, j'étais là, ah non, ça c'est un pas trop loin. Ouais, mais c'est ça, c'est marrant parce que même pendant l'enregistrement, en fait, t'avais même pas vu que c'était un crucifix qu'elle utilisait pour Non. se Je poignarder. voyais juste qu'elle se poignardait l'entrejambe et qu'il y avait du sang qui giclait. Donc j'avais compris le principe quand même. C'est ça. Et c'est vraiment le lick me qui t'a... Mais c'est Qui a horrible, été elle le prend plus la choquant. tête de sa mère. C'est horrible. Ouais, bah oui, c'est vrai. Mais moi, en fait, juste imaginer la souffrance physique de se planter un crucifix dans l'entrejambe me dérange plus que ce qu'elle fait après. Je pense que pour moi, à ce moment-là, elle est déjà dépersonnifiée, en fait, si tu veux. C'est un monstre, en fait. Je la vois plus comme la petite fille, je la vois vraiment comme un monstre qui est en train de faire des trucs horribles, quoi. Ouais. Mais moi, je me dis juste, ça fait mal. Bah oui. C'est le moment de parler un petit peu du tournage de L'Exorciste parce que il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites au sujet de ce tournage qui a été catastrophique de A à Z. Déjà, moi, je me demandais, elle est petite quand même, l'actrice. Ouais. Et du coup, comment tu fais tourner une actrice de cet âge des scènes comme ça? L'actrice, effectivement, était très jeune. Elle avait 12 ans pendant le tournage. Mais pendant certaines scènes, ils ont utilisé une actrice plus âgée qui avait la vingtaine. D'accord. Linda Blair était quand même au courant de ce qui se passait dans le film. Elle comprenait, elle était pré-ado, quoi. Mais c'est pas elle qui a tourné certaines des scènes les plus crues et les plus violentes. Et par exemple, quand le père Carras la tabasse à la fin aussi, c'était pas elle qui était en train de jouer. C'est bien. Le tournage s'est assez mal passé globalement. Le tournage devait durer 105 jours et il a duré plus du double. Il a dépassé le budget de plusieurs millions de dollars, donc c'était vraiment la catastrophe. La Warner n'en pouvait plus et ils avaient décidé d'ailleurs de le sortir que dans quelques salles au début parce que vraiment ils se disaient bon de toute façon, on va perdre de l'argent avec ce film, c'est la cata. Friedkin allait très lentement. Au début, il a mis plus de 3 jours à tourner juste une scène où il filmait une tranche de bacon. Il était connu pour être assez difficile comme réalisateur et il perdait énormément de temps. Il ne voulait pas monter au cours du tournage, donc c'est qu'après 9 mois de tournage qu'il a commencé le montage, donc t'imagines le nombre de rushs qu'ils avaient, quoi. Et il maltraitait ses acteurs, donc parfois il tirait avec des flingues pour déstabiliser ses acteurs. C'est horrible. Oui. Il y a aussi plein d'histoires sur ses autres tournages, Sorcerer et tout. Enfin, clairement, Friedkin, ça n'a pas l'air d'être un réalisateur très sympa. Et il a frappé O'Malley, l'acteur qui joue le père d'ailleurs, donc et qui était un vrai prêtre jésuite, celui qu'on voit à la fin du film. Ah oui, le jeune, l'ami du beau gosse. Voilà. Il l'a giflé pendant une scène pour obtenir la réaction qu'il voulait. Et Ellen Burstyn, pendant la scène qu'on vient d'écouter, la scène Lick Me, où elle est projetée après contre le mur par sa fille, a été blessée. Elle était tenue par un harnais et un fil qui l'a tirée en arrière pour qu'on ait l'impression qu'elle était projetée. Et en fait, elle s'est plaint à Friedkin en lui disant qu'elle était tirée trop fort. Au bout de la 3e prise, elle lui dit « ça me fait mal, il faut que le mec qui tire moins fort ». Friedkin lui a dit « ok, je m'en occupe ». Et en fait, il a dit au superviseur des effets spéciaux de tirer encore plus fort. Non, et mais donc, c'est de la maltraitance carrément. Oui, complètement. Et donc, dans la scène que tu peux voir à l'écran, elle s'est fracturé le coccyx. Et c'est cette scène-là qui a été gardée au montage final. Elle a dû être arrêtée et porter des béquilles, utiliser des béquilles pendant le reste du tournage parce qu'elle était blessée. C'est une blessure qui continue de la faire souffrir aujourd'hui parce qu'elle a été maltraitée à l'époque. Linda Blair, qui joue Regan, a aussi été blessée au dos parce qu'elle n'avait pas été assez bien attachée dans la scène où elle fait des bonds en avant, en arrière sur le lit. Elle avait un harnais et en fait, le harnais était un petit peu détaché et ça lui a fait mal et elle a développé une scoliose à cause de ça. Et ensuite, il y a eu pas mal de rumeurs sur le fait que le tournage était hanté parce qu'il y avait eu beaucoup d'accidents. Il y a notamment eu un incendie qui a détruit quasiment tout le set, sauf la chambre de Regan, à cause d'un oiseau qui s'était planté dans les câbles électriques. Donc il a fallu tout reconstruire. C'est aussi ça qui a mis le tournage en retard parce que ça a mis des semaines. Il y a eu beaucoup de morts pendant le tournage. L'acteur qui joue Burke Dennings, qui meurt dans le film, est mort 1 semaine après avoir fini ses dernières scènes. Ah ouais? Ouais. L'actrice qui joue la mère de Demi est morte aussi avant la fin du tournage. Il y a un gardien de nuit sur le tournage qui est mort. La personne qui s'occupait de réfrigérer la chambre de Regan, parce qu'il fait très froid, est morte aussi. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu un proche de manière inattendue pendant le tournage. Ça, c'est plus effrayant que le film. Je me souviens qu'à l'époque, on en parlait beaucoup. Ça faisait partie de la légende autour du film, du fait que le film lui-même était hanté. L'acteur qui joue un des médecins qui fait l'IRM à Regan a été condamné pour meurtre plusieurs années plus tard. Il a tué une journaliste. Mon Dieu. Ouais. Maintenant, je vais plus rire devant ce film. Donc, il y a eu plein de rumeurs sur le fait que le tournage lui-même était hanté et Friedkin a même fait venir un prêtre pour faire un exorcisme sur le tournage. Vrai? Ouais, mais en fait, le prêtre a juste béni l'équipe et le tournage parce qu'il a dit non, on va pas faire un exorcisme en fait, c'est un peu too much. Mais voilà, donc clairement un tournage assez costaud et qui est resté dans la légende des tournages hollywoodiens qui se sont assez mal passés, on va dire. Et il y en a beaucoup.
On va continuer notre petite série de scènes atroces. Il y a aussi la scène du vomi. Il y a plusieurs scènes de vomi. Est-ce que tu peux décrire la grosse scène de vomi Là, c'est là où elle fait un projectile. où elle projette du vomi? Oui, voilà, elle projette du vomi. C'est avec le prêtre. C'est le père Carasso. C'est le beau gosse. Et quand elle le rencontre, en fait, il y a un vomi vert qui, on dirait un tuyau d'arrosage, quoi. Mais je t'avoue que ça, j'ai évité de regarder à ce moment-là. Ouais. Ça se retrouve partout sur lui. Et après, il se déshabille. Non, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il se déshabille dans la maison. Et moi, je pensais qu'il allait se passer un truc avec la mère, mais La matière du vomi est particulièrement... on dirait Flubber, mais en dégueulasse. Ouais, en fait, on dirait des grits un peu ou de la purée. Enfin, c'est ignoble. Putain, c'est dégueulasse. Ah non, le vomi, c'est pas possible. Le vomi, c'est pas possible. Je voulais te demander ce que tu penses de l'utilisation du vomi dans ce film, parce qu'il y a d'autres scènes, mais bon, du coup, t'as évité un peu de Non, regarder, j'ai quoi. regardé quand même. Mais c'est dégueulasse. Mais en même temps, elle est, c'est normal. Elle est possédée de l'intérieur. Elle est en train de pourrir de l'intérieur. Donc, ça correspond totalement. Et ça, pour moi, c'est très choc de façon viscérale et pas juste au niveau des mots ou des choses comme ça. Et je pense qu'il y a une réaction. Tout le monde a la même réaction de dégoût devant ça. Donc, ça fonctionne très bien. Et personnellement, c'est vraiment un de mes pires trucs. En fait, je supporte pas ça. Ça m'a un peu désarçonnée. Et il y a une scène pendant l'exorcisme final où elle est allongée et il y a du vomi qui commence juste à couler. Ça, c'était le pire. Ouais, c'est ça. Et on va écouter parce qu'en plus, même juste le bruit est ignoble. Oh. Oh. Oh là là. Non, le vomi pas. Le vomi, c'est non, quoi. Oh. On entend que j'ai des haulkers. Ouais, c'est ça. Marie avait des haulkers en regardant le truc, mais c'est vrai que même moi, d'habitude, on entend plus Marie réagir, et là, je réagissais aussi parce que c'est vraiment ignoble. Et d'ailleurs, à l'époque de la sortie du film au cinéma, je l'ai dit, c'était un énorme succès. Les gens faisaient parfois la queue pendant 4 heures pour aller voir le film, et c'est devenu un truc assez connu. Les gens vomissaient pendant le film. C'est devenu maintenant, à chaque fois qu'il y a de nouveaux films, à Cannes, par exemple, on dit attention, les gens vont vomir, vont s'évanouir. L'Exorciste, c'était un peu un des premiers films à susciter ce genre de réactions qui ont été très couvertes dans la presse, puisqu'il y a eu des évanouissements. Et il y avait un manager d'un cinéma à Toronto, qui a dit que le plombier vit quasiment ici maintenant, tellement il devait intervenir parce que les toilettes étaient bouchées. Il y a des critiques qui ont dit qu'ils étaient allés aux toilettes pour vomir et qu'ils ne pouvaient pas parce qu'il y avait déjà toutes les toilettes étaient déjà occupées. C'est dégueulasse. Après, il faut prendre avec un grain de sel ce genre d'histoire, de rumeurs. Oui, c'est des légendes urbaines un peu. Voilà, c'est ça. Putain, les gens dans les années 70, ils étaient facilement impressionnables quand même. Bah ouais, mais en même temps, des films comme ça dans les années 70, il n'y en avait pas, quoi. Oui, donc, oui. L'exorcisme final, d'ailleurs, t'en as pensé quoi? Parce qu'il y a quand même un crescendo avec toutes ces scènes. Je pensais qu'il était un peu long. Je sais que c'est le principe, parce qu'ils disent que ça peut durer des jours et des jours. Au bout d'un moment, j'étais c'est bon qu'ils sortent. Que le démon sorte. Ouais, mais après, visuellement, hyper impressionnant. Et surtout, je me disais comment ils ont fait à l'époque pour faire des effets pareils. En fait, le film est quand même très très beau visuellement. Et ça m'a impressionné. Mais après, oui, j'étais un peu en mode, bon, c'est bon là. Faut accoucher, quoi. Ouais. Oui, mais c'est vrai que c'était assez visionnaire pour les effets spéciaux pour l'époque. Et c'est ça, je pense, qui a aussi attiré autant de spectateurs en salle. Le livre était un best-seller et plein de gens disaient qu'ils allaient voir le film parce qu'ils voulaient voir s'il avait réussi à retranscrire toutes ces scènes qui étaient décrites dans le livre visuellement. Parce qu'effectivement, il n'y avait pas de CGI à l'époque. Donc, quand elle a froid, que sa chambre est glaciale, c'est vraiment sa respiration qu'on voit. D'ailleurs, Linda Blair a aussi été un peu traumatisée parce qu'il réfrigérait sa chambre et qu'elle était en nuisette. C'était avec des fils, des cordes qu'ils ont réussi à montrer tous ces effets spéciaux. C'est vraiment un truc qui est hyper impressionnant à voir aujourd'hui parce que les effets spéciaux n'ont pas vraiment vieilli. Non, ça fonctionne très 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 voilà, bien. alors que c'est un film qui date... Justement, c'est marrant parce que les effets spéciaux des années 90 où ils ont commencé à avoir des CGI, ça vieillit très très mal parce que c'était les débuts du numérique, quoi. À ce niveau-là. Tandis que ça n'a pas du tout vieilli. À la toute fin du film, le père Carras n'arrive pas vraiment à exorciser le démon. Mais ils sont deux. Ouais, ils sont deux. Il y a le père Papy qui est très sympa. Qui est joué par Max von Sydow. D'ailleurs, fun fact, Max von Sydow qui a joué dans Pell le Conquérant. Ah, mais oui! Tu penses qu'il a quel âge dans le film? S'il a joué dans Pell le Conquérant, donc il doit pas être si vieux que ça dans le film. Il doit avoir, 60 max, peut-être 50. Il avait 44 ans et en fait, on dirait qu'il en a 70 dans le film parce que, encore une fois, le travail du maquilleur était exceptionnel et le maquillage pour vieillir Max von Sydow a été assez efficace. Je t'avoue que, parce que alors, le film s'ouvre sur une scène en Irak
avec ce prêtre-là. Et en rétrospect, je comprends pas trop pourquoi on passe autant de temps en Irak. Après, je me suis dit, il y a la petite statue qu'on voit après, donc on comprend que c'est lié au... Bah, c'est pas Zouzou, quoi. C'est pas Zouzou, il était déjà là-bas et après, d'accord. C'est ça. Mais oui, clairement, je pense qu'ils auraient pu couper un petit peu. Après, je pense que ça crée tout de suite une atmosphère un petit peu inquiétante. Toi, d'ailleurs, t'es très inquiète pour lui pendant Oui, moi ces j'étais scènes-là. inquiète, mais j'étais inquiète pour une insolation, pas pour, pas pour une possession. Mais après, c'est aussi toute l'origin story, c'est-à-dire que quand il revient, puisque en gros, rien ne marche pour sauver Regan, et ils se disent il faut faire appel à un prêtre très expérimenté dans l'exorcisme, qui est une technique plutôt ancienne et obsolète du point de vue de l'Église. Et donc, ils font appel à ce prêtre. Et là, tu étais hyper contente de le revoir, puisque tu l'avais vu au début du film et tu disais ah, ça y est, c'est un peu le mec qui va sauver Regan à la dernière minute, quoi. C'est lui qui commence à sauver parce qu'il sait comment faire le truc, mais c'est juste il est tellement vieux et faible qu'il va mourir pendant le processus, le pauvre. C'est ça. Et donc, c'est le beau gosse qui doit finir. Et il n'y arrive pas, et en fait, il finit un peu par lui donner des coups de poing. Donc tu te dis, bon, méthode d'exorcisme assez intéressante. Bah, c'est vraiment pour le faire sortir, quoi. C'est ça. Mais le truc, c'est que du coup, lui-même devient possédé. Ouais. Et après, il se défenestre et il meurt. Oh non! Oh non, je l'aimais bien! Oh non! Il est vraiment mort? Oui. Oh, c'est trop triste qu'il soit mort. Il était tellement sympa et mignon. Qu'est-ce que t'en as pensé? J'étais très triste. Je pensais pas qu'il allait mourir. Moi, je pensais qu'il allait avoir un exorcisme clean et que, on allait juste en finir. En même temps, c'est très bien parce que le film est divisé entre l'histoire de Regan et l'histoire du père Karras qu'on suit vraiment depuis le début et on voit sa relation avec sa mère ou des choses comme ça qui, au début, n'a pas l'air d'avoir de relation du tout avec l'histoire principale, même si en fait c'est quelque chose qui est utilisé après par le démon pour le désarçonner. Voilà. C'est vrai que du coup, l'impact émotionnel à la fin est beaucoup plus fort parce qu'on s'est attaché à ce personnage, parce qu'on connaît sa backstory et parce qu'on le suit depuis le début et qu'il a un côté très moral et intelligent. Du coup, ça fonctionne vraiment parce que je pense, bon, si la petite était morte, déjà, il n'y aurait eu aucune résolution et ça aurait été vraiment horrible. Déjà que c'est horrible, la pauvre, ce qui lui est arrivé. Là, bah, du coup, il y a quand même une fin qui est assez tragique où ils doivent payer le prix à un moment. Il y a un tribut, quoi, mais c'est pas là où on l'attend. Et en plus, c'est pas la petite fille. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était une bonne fin, même si je voulais vraiment qu'il survive, le pauvre. C'est un très bon personnage qui doute de sa foi au moment où on le rencontre, qui est à la fois prêtre et psychiatre, qui remet en question sa foi. Et en fait, c'est ça qui est très beau à la fin du film, c'est que c'est un peu une réaffirmation de sa foi, ou en tout cas, c'est un acte de bonté suprême. Mais en plus, le fait de se suicider pour un prêtre, pour sauver Regan, je trouve que c'est quelque chose d'assez fort et ça laisse une fin assez ambiguë justement sur la question de la religion, puisque c'est un prêtre, mais c'est un cool prêtre, quoi. Ah oui, bah oui, oui. Oui, puisqu'on retombe très vite dans nos habitudes. Tu l'as déjà mentionné plusieurs fois, mais en gros, quand on a commencé le film, tout de suite, je t'ai mentionné que le père Karras était un hot priest. J'avais un peu des doutes au début. Ouais. C'est un hot priest un peu. Faut le dire vite, hein. Ouais. Et en fait, très rapidement, Oui. tu as changé d'avis. C'est vrai qu'il est pas mal. C'est vrai qu'il est vraiment pas mal, hein. Je veux qu'il m'exorcise. Voilà, ça a Ouais. vite évolué. Ouais, mais non, il est vraiment. En plus, c'est un mensch. Il est écrit comme ça, mais déjà, il est beau. En plus, il a une tête de boxeur, c'est ce qu'ils disent. Et puis, c'est un ancien boxeur. Et en plus, tu comprends qu'il est brillant et qu'il a fait de brillantes études, mais qu'il a décidé, en fait, de rester prêtre alors que c'était aussi un vœu de pauvreté et que du coup, il ne peut pas soutenir sa mère et qu'il a beaucoup de culpabilité par rapport à ça. Donc, tu sens que. Et puis, il doute forcément, donc ça le rend beaucoup plus intéressant et. Il fume, il boit. Ouais, profond. Non, mais c'est ça, c'est vraiment un cool priest, quoi. C'est pas n'importe quel priest, c'est un clair. cool priest. D'ailleurs, tu espérais même une romance entre lui et Chris, la mère de Regan. J'espère qu'il va avoir une liaison avec la mère. Moi, c'est le film que je veux voir. Possible. Ah non, mais en plus, il s'est déshabillé chez elle. Non, mais Anaïs, it's meant to be, quoi. Ils vont finir ensemble ou pas? En même temps, je veux qu'il réussisse, mais j'ai peur qu'en réussissant, il va regagner la foi et ça va l'éloigner de son âme sœur. Visiblement, je n'avais pas compris quel film je regardais, en fait. C'est clair. Le naturel revient un peu trop au galop. Moi, je pense vraiment qu'ils auraient dû finir ensemble. Et je pense que s'il avait survécu, il y aurait eu une histoire d'amour entre lui et la mère. C'est possible, c'est possible. Il y avait une petite tension sexuelle, tu me l'enlèveras pas de l'esprit. Marie, elle a trop regardé Fleabag. Est-ce que tu comprends ce que les gens trouvent de terrifiant dans ce film, même si toi, tu étais morte de rire pendant tout le film? Je comprends qu'on puisse le trouver terrifiant dans certaines circonstances, mais non, pas trop.
Enfin, moi, j'ai trouvé ça très subversif. Ça m'a pas fait peur et c'est pas le genre de truc où même, tu sais, ça... Il y avait rien de viscéral dans ma réaction. Enfin, si, le choc, mais pas de peur ou d'effroi, quoi. Et j'ai pas trouvé ça glaçant ou ça m'a pas hanté après. Je comprends que ça a pu effrayer à l'époque où c'est sorti, parce que cet aspect choquant, justement, et le fait qu'il n'y avait pas eu de précédent là-dedans au cinéma. Je comprends aussi que ça t'ait choqué, toi, quand t'étais petite. Après, pour moi, aujourd'hui, à l'âge adulte, non, je trouve vraiment pas que ce soit un film qui fasse peur, quoi. Je pense que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, à mon avis, le fait que L'Exorciste ait eu une telle influence sur la culture populaire Oui, et bien tellement infusé en fait toute notre culture fait que maintenant on est beaucoup plus habitué à tout ce qui est présenté dans le film. Et c'est vrai que en le voyant aujourd'hui, après forcément, j'arriverai jamais à me départir vraiment de ce que j'ai vu quand j'étais petite. Mais je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, les images sont quand même très graphiques et donc moi je trouve ça perturbant de voir une violence si graphique d'une petite fille envers sa mère, etc. Il y a aussi le son quand même, enfin la musique et le travail sur le son sont exceptionnels. Vous l'avez entendu dans tous les extraits qu'on a mis, c'est quand même un son assez strident, assez enveloppant et je pense que voir ça dans un cinéma, c'est vraiment très différent de voir un film d'horreur dans un cinéma et chez soi. Ça, totalement. Mais oui, c'est plus l'expérience de le voir aujourd'hui où je trouve que ça n'a pas un côté si effrayant que ça pour moi. Et je pense qu'il y a aussi le fait que, comme ça reste le deuxième film d'horreur le plus populaire de tous les temps, c'est un film d'horreur qui, du coup, a été montré à plein de gens. C'est quoi le plus populaire de tous les temps? C'est ça, qui est sorti en 2017. Ah oui, d'accord, ok. Qui l'a battu, mais avant ça, le record était détenu par L'Exorciste. Et donc, c'est un film qui a été vu par plein de gens qui n'étaient pas forcément des habitués du genre de l'horreur. Et je pense que ça peut aussi expliquer toutes ces réactions dont on a parlé, les évanouissements, les vomissements dans la salle, parce qu'il y a plein de gens, je pense, qui n'étaient pas du tout préparés à ce qu'ils s'apprêtaient à voir. Et il y a eu des manifs de groupes chrétiens aussi, notamment au Royaume-Uni, qui voulaient absolument pas que le film soit diffusé. Et je pense quand même que le discours sur la religion, il y a quand même des choses qui sont blasphématoires dans le film. Enfin, le fait Qu'elle s'enfonce un crucifix Voilà. dans l'entrejambe est totalement blasphématoire. Voilà, donc je pense qu'il y a plein de gens quand même qui y ont vu vraiment quelque chose de très choquant pour cette raison et que donc ça a pu effrayer une certaine partie de la population pour ça. Et en fait, toute la notion de satanisme, de possession, c'était vraiment assez inédit au cinéma. Il y avait eu Rosemary's Baby quelques années plus tôt, en 68, de Polanski, qui traite de thèmes similaires, mais de manière moins graphique, vraiment beaucoup moins graphique. Et c'est plus un film d'horreur psychologique. Et oui, ça m'a beaucoup fait rire parce qu'il y a un journaliste du New York Times qui était allé faire un article donc, sur les longues files d'attente et qui est allé voir le film et qui raconte que le mec assis à côté lui a attrapé le bras pendant tout le film pour se rassurer. Et il C'est moi dans l'avion avec mes voisins d'avion. Voilà, c'est ça. Et il arrêtait pas de dire « Oh, waouh, oh, waouh !» Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs du discours sur la religion que propose le film ? C'est blasphématoire, c'est sûr. Après, si on met de côté la partie blasphème, pour moi, c'est une super pub pour la religion catholique parce que, en fait, elle ne trouve pas de solution dans la médecine moderne. La solution, c'est des prêtres, justement. Que les prêtres qui figurent dans ce film sont tous extrêmement sympathiques. Il y en a 3 qui font partie des personnages principaux et c'est des figures de droiture morale et même de bienveillance, vraiment, qui rend vraiment... surtout les jésuites, très sympathiques. Blatty était jésuite, le mec qui a écrit le livre. D'accord, oui. Il a été éduqué chez les jésuites. Pour moi, c'est pas un film qui est anti-catholique. Au contraire, pour moi, ça baigne dans une esthétique et des codes qui sont très catholiques. Et ça rend aussi un hommage un peu à ces codes-là. C'est un film qui est aussi sur la foi. C'est-à-dire qu'au final, il est en train de perdre la foi pendant tout le film, mais à la fin, il se rend compte... Il regagne la foi quand même. Et si on croit en ce qui se passe dans le film, on croit en l'existence du diable, de démons, et en la puissance de la religion et de la religion catholique pour justement exorciser ces démons. Donc pour moi, il y a quand même un propos qui, certes, est aussi des moments qui sont très blasphématoires, mais je pense que c'est une super pub pour l'Église catholique et qui devrait l'utiliser. Il y en a beaucoup qui ont pensé que le film se concluait sur un triomphe du démon, puisque en fait les 2 prêtres meurent quand même en essayant d'exorciser le démon, et que donc c'est pas vraiment une victoire pour la religion. Mais c'est vrai qu'on peut aussi le voir dans l'autre sens. Enfin, il y a plein d'interprétations qui peuvent être faites.
Ce qu'il faut savoir, c'est que Blatty, donc l'auteur du livre, a été éduqué chez les jésuites et il a dit que pour lui, son livre était une lettre de remerciement aux jésuites. Et je pense que c'est ça que tu as perçu dans le film parce que je pense que la vision de Friedkin et de Blatty, qui après se sont brouillés après le film, n'était pas totalement alignée. Friedkin, lui, je pense qu'il voulait faire un film blasphématoire aussi, alors que pour Blatty, il y avait quelque chose d'assez serein dans la vision de la religion qu'il voulait montrer. Et il a dit qu'en fait, il avait été inspiré non seulement par cet événement réel du gamin exorcisé, mais aussi par la mort de sa mère, qu'il avait bouleversé à l'époque. Et en fait, quand il a lu l'histoire du petit garçon exorcisé, il s'est dit, pour la première fois, je me rendais compte que dans ma ville et à mon époque, il y avait un signe de transcendance. Et s'il y avait des démons, ça voulait dire qu'il y avait aussi des anges. C'est ça, quand tu dis le démon gagne à la fin, pour moi, en fait, qu'il gagne ou qu'il ne gagne pas, c'est pas le propos. C'est-à-dire que par rapport à la religion, je veux dire, c'est que s'il y a des démons, ça veut dire que les autres croyances qui accompagnent ça dans la religion catholique sont aussi valables. Je l'ai perçu comme ça. Après, moi, j'ai fait des années en école catholique, donc j'ai été complètement... j'ai eu un lavage de cerveau assez intense. Non, mais je pense que tu as très bien capté, en tout cas, l'intention de Blatty, qui était que, voilà, pour lui, en fait, cette histoire horrible était aussi la confirmation d'un au-delà. Et ça l'a beaucoup rassuré quand il a perdu sa mère, de se dire qu'il pouvait y avoir un au-delà pour elle. Et c'est pour ça qu'il a écrit cette histoire aussi. On va en reparler plein de fois pendant le podcast, mais il y a beaucoup de films du genre de l'horreur qui utilisent les moments horrifiques comme une métaphore. Donc, à ton avis, c'est quoi le sujet de L'Exorciste ? L'adolescence. Les horreurs de l'adolescence et la rébellion. Moi, je pense que c'est une interprétation totalement valable. Je pense aussi que, clairement, il y a une peur du féminin. La raison pour laquelle j'aimais bien le personnage de Regan aussi dans ces moments de subversion, c'est parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement jouissif à voir un personnage de petite fille qui est censé être l'incarnation totale de la pureté, être aussi mauvaise et impure, en fait, et être possédée par quelque chose de mauvais. Pour moi, il y a un commentaire sur ça aussi et sur justement l'espèce de perversion du féminin parfait. Alors, je pense que ça peut être lu de façon totalement différente et on peut le lire de façon critique. Mais moi, j'ai choisi justement la façon dont je l'ai perçu et c'est pour ça que ça m'a fait rire et c'est pour ça que j'ai dit je l'adore. Il y a quelque chose, alors au final, ça la bouffe et c'est horrible, mais c'est limite un truc qui est tellement, blasphématoire même par rapport à la féminité, qui est un truc presque de libération, quoi, de catharsis. Mais évidemment, après, ça finit par presque la tuer, donc il y a un autre message là aussi, quoi. C'est quelque chose qui est très, très, très fréquent dans le genre de l'horreur. En fait, la féminité, on en a parlé, c'est quelque chose de central dans ce genre, et la peur du féminin est quelque chose de central aussi dans le genre de l'horreur. Et on peut l'interpréter de plusieurs manières, et selon les films aussi. Parfois, on peut trouver ça extrêmement réac et sexiste. Parfois, on peut trouver ça assez libérateur. Mais c'est vrai qu'il y a une obsession même pour le corps féminin, l'horreur du corps féminin qui est très présente dans le cinéma d'horreur. Et c'est souvent en plus quand même des films faits par des hommes. À l'époque, il y a pas mal de gens et depuis qui l'ont interprété justement avec un regard féministe puisque... c'est l'échec du patriarcat à la fin, c'est-à-dire que c'est des hommes qui essayent de sauver Regan et sa mère, mais qui n'y arrivent pas. Il y en a aussi qui ont dit l'inverse, qui ont dit que c'était extrêmement réac, c'est-à-dire que c'est une mère célibataire et une enfant du divorce qui doivent faire appel à des hommes pour qu'ils leur disent quoi faire et qui viennent les secourir. Et à la fin, d'ailleurs, Chris, on la voit quasiment plus dans le film, elle s'efface totalement au profit des deux prêtres. Donc on pourrait y voir aussi une réaction au mouvement féministe qui a émergé à la fin des années 60, justement, et un retour à l'ordre patriarcal où cette femme qui est divorcée et qui fait un peu ce qu'elle veut, qui est une star de cinéma, en fait, il faut un peu la remettre dans le droit chemin. Et cette jeune fille qui découvre la sexualité adolescente, il faut aussi la remettre dans le droit chemin, quoi. Je pense que c'est pour ça que le film perdure aussi. C'est qu'en fait, on peut y lire plein de choses et je pense qu'il est plus fin qu'un noir ou blanc, pro-religion, anti-science, etc. Il y a aussi quand même eu beaucoup d'études sur le fait que ça traduisait une certaine angoisse sociétale au début des années 70 avec le Watergate, la guerre du Vietnam, comme s'il y avait une sorte de pourriture au sein de l'Amérique. Voilà. Il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Exactement. Et qui se retrouvait totalement dans ce côté assez pourri qu'on ressent, qu'au final, tu n'as pas vraiment ressenti, mais que moi, je trouve si, dans très le vomi, viscéral. Dans le vomi, il y avait bien le pourri, quand même. Voilà, moi, je trouve que c'est un film qui reste extrêmement poisseux et dérangeant, et c'est ce que j'ai ressenti encore en le revoyant. Et je pense que c'est ça qui a peut-être été un vrai exorcisme sociétal pour les gens qui l'ont vu à l'époque, quoi, de sentir une vision assez cruelle et brutale de ce qu'ils ressentaient dans les changements sociétaux qui s'opéraient autour d'eux. On va faire le flippomètre, même si on a déjà un petit peu la réponse. Est-ce que tu as eu peur ? Non.
Et est-ce qu'il y a eu un moment flippant ou perturbant dans le film pour toi ou pas du tout? Bah, quand même, le moment où elle dit lâche-moi à sa mère, c'est perturbant, hein, ça c'est Ouais. sûr. Et je voulais te demander, pour l'instant, on en a vu que 2, mais entre ça et Halloween, qu'est-ce que tu as préféré? Bah, en fait, c'est difficile de choisir parce que c'est pas la même expérience. Je fais une réponse à la Gabrielle Attal là, mais je trouve que en fait, Halloween pour l'aspect popcorn et juste effroi est beaucoup plus efficace, à mon sens en tout cas. Enfin, il suffit d'écouter les enregistrements. Hein. Et qui a quelque chose de très fun en fait dans l'expérience de regarder Halloween. Par contre, j'ai trouvé L'Exorciste plus riche et plus fin dans ce qu'il racontait et justement où il y a beaucoup plus de profondeur. Pour moi, la conversation qu'on vient d'avoir sur la religion ou même sur les métaphores derrière, il y a une richesse quand même dans le propos qui fait que je l'ai trouvé plus intéressant, je pense, mais quand même très fun aussi. Je trouve qu'au niveau de l'effroi et du côté juste je crie et j'ai peur, bah, forcément, Halloween a été plus efficace pour moi. Mais j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé L'Exorciste. Je trouve que c'est un excellent film. Tu penses que tu le reverras ou pas? Oui, je pense que je le reverrai. Waouh! Bah ouais. Ah, je suis trop contente. Bah surtout que ça m'a pas fait peur, donc... C'est clair. Enfin, maintenant que tu m'as raconté toutes ces histoires sur le tournage, peut-être que ça va me faire peur. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci Marie. Merci Anaïs. Si vous voulez voir ou revoir L'Exorciste, bah vous voyez, ça fait pas si peur que ça finalement. Le film est disponible à l'achat ou en location sur plein de plateformes de VOD. Nous, on l'a regardé sur Canal. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Dans le prochain épisode, Marie va me faire découvrir Orgueil et Préjugés. Tu as peur. J'ai très très peur. Ça va vraiment t'effrayer. Une petite note, c'est Le Orgueil Préjugé de 2005, le film avec Keira Knightley. Si vous découvrez ou redécouvrez ces classiques du cinéma en même temps que nous, partagez vos impressions avec nous sur les réseaux sociaux, ça nous fait toujours rire. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre autre podcast, PIC TV, où on analyse l'actualité des séries. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire, et vous pouvez nous hyper évidemment auprès de tous vos amis. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures très romantiques. Oui. Mais je sais pas, quand le lit tremble comme ça, tu la changes de lit, non? Moi, je change de fille. Il y a beaucoup de prêtres dans ce film. Je pensais qu'il y en avait qu'un seul. Mais là, il y en a vraiment beaucoup. Ouais. On en est au 4e. C'est vrai. Ça se trouve, ça se passe pas du tout en Nouvelle-Angleterre. C'est la momie, quoi. C'est ça. On n'a pas parlé de la réplique la plus culte de ce film, qui est Your mother sucks cocks in hell. « Ta mère suce des bites en enfer ». C'est quand même très bien, non? Très efficace.